Nous étions obligés de passer à travers les écrans, puisqu'on a continué notre activité. Et là, c'est la reprise, c'est la première réunion des Amis du CRIF qui se fait en présentiel depuis le début de la crise sanitaire. Et c'est un grand plaisir, un grand honneur pour nous d'accueillir le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui nous a fait l'amitié d'être avec nous pour cette soirée. Et il sera interrogé par un journaliste qu'on ne présente plus, mais Nicolas Bétou, qui est le fondateur, le patron, comme on dit vulgairement de l'opinion, et qui va interroger M. Darmanin. Voilà, je vous donne la parole tout de suite. Merci beaucoup, merci Monsieur le Président. Bonjour Mesdames et Messieurs, Monsieur le Ministre. Bonjour, la tradition de cette idée, c'est que je dois faire un portrait de l'invité, et donc nous y allons. Bonjour Gérald Darmanin. Alors je m'applique à prononcer votre nom, parce que la première fois que je vous ai rencontré, j'ai écorché votre nom, j'en ai été assez honteux, je déteste ça. Et d'ailleurs, vous m'aviez immédiatement repris et vous aviez eu raison. Il faut dire que c'était à une époque où vous n'étiez pas encore très connu, c'était il y a 5 ou 6 ans, donc une éternité au rythme de la politique. À l'époque, vous étiez dans l'opposition chez les Républicains et plein d'un espoir partagé par un grand nombre de Français que la droite revienne au pouvoir. Vous étiez donc dans l'opposition, jeune maire de Tourcoing, votre premier grand fait d'armes, d'ailleurs vous aviez pris cette île à la gauche, et député Les Républicains du Nord, et vous y seriez encore si vous n'aviez pas changé de famille politique, parce que vous avez changé. Le MOVE se fait en 2017, entre mars et mai 2017, entre le moment où vous composez que François Fillon ne passera pas le premier tour de l'élection présidentielle et le moment où se prépare le second, et le 17 mai, donc vous voilà, pour la première fois de votre vie, ministre, et pas n'importe quel poste, ministre de l'Action et des Comptes Publics, enfin pour dire plus simplement ministre du Budget, un des portefeuilles les plus importants dans un gouvernement. Alors ce move, comme je le disais, eh bien, il ne s'est pas fait tout seul, parce que depuis longtemps, vous partagez toutes vos interrogations et vos projets politiques avec un groupe de mousquetaires, 4 jeunes élus de droite qui se tiennent solidement les coudes, cette bande du Bellota Bellota, c'est le nom du restaurant où vous avez paraît-il d'habitude de vous réunir, qui est un restaurant alors délicieux, à midi, je ne sais pas comment on fait pour mais c'est vraiment très bon, hein. C'est même une tuerie. En tout cas, cette bande du Bellota Bellota est principalement composée de Thierry Solaire, député des Hauts-de-Seine, Sébastien Lecornu, député de l'Eure, un certain Édouard Philippe, maire du Havre à l'époque, qui est vous député du Nord, et d'ailleurs très proche, vous êtes encore, de Xavier Bertrand, le président de la région des Hauts-de-France. Et c'est ensemble à 4 que vous franchirez ce fossé qui vous séparait alors d'Emmanuel Macron. Ça n'avait rien de naturel d'ailleurs, ni d'évident. Pour la petite histoire, à l'automne 2016, donc 6 mois avant l'élection, alors qu'Emmanuel Macron venait de découvrir son jeu, j'avais interviewé pour la chaîne vidéo du journal, pour l'opinion, j'avais interviewé Édouard Philippe, premier lieutenant d'Alain Juppé à l'époque, qui m'avait dit en des termes assez carrés tout le mal qu'il pensait de celui qui venait de démissionner du ministère de l'économie pour mener sa campagne qui sera victorieuse. Et un peu plus tard, vous-même, vous aviez publié dans le journal d'opinion une tribune d'une très grande sévérité contre le futur chef de l'État et ce qu'il représentait. Je le lis sur les termes employés, mais si vous le lisiez, vous diriez que peut-être vous étiez un peu sévère, en tout cas votre jugement a évolué. Voilà, le destin, en tout cas, nous sommes pas toujours 2 fois, et vous avez saisi cette chance, ou plutôt, vous avez saisi cette double chance. La première, c'est vous extraire d'une famille politique qui promettait d'exploser en vol. Bon, ben ça, aujourd'hui, c'est fait. Et 2, entrer dans le dernier carré, celui de tête, celui des ministres et des hommes et des femmes politiques de tout premier plan, vous y êtes. Avec Bruno Le Maire et vos camarades du Bellota Bellota, vous incarnerez rapidement l'aile droite du gouvernement, la plus solide, sans aucun doute, mais qui vaudra d'ailleurs au chef de l'État un procès en dérive droitière qui ne vous a jamais dérangé. Franchement, il est vrai que la moitié de la faute, la moitié de ce déséquilibre de ce penchant à droite, venait et vient toujours de la très grande faiblesse de l'aile gauche de la majorité. Ça, c'est une autre histoire. Enfin, justement, puisqu'on parle de faiblesse de l'aile gauche, il en est une qui vous a profité à vous. C'est celle du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Il avait succédé à Gérard Collomb, ministre divisionnaire pour aller finalement se faire battre à plat de couture à Lyon.
et l'action de Casta, comme il est surnommé dans sa famille politique, l'action de Casta au ministère n'avait, comment dire, pas totalement convaincu, on peut dire ça comme ça. Donc votre prédécesseur avait même réussi le tour de force de perdre la confiance de l'opinion publique sensible à la montée de l'insécurité et celle des forces de l'ordre, heurtées par le manque de soutien de leur ministre. Exit, donc ça tombe bien, enfin ça tombait bien pour vous, puisque c'est un moment où vous aviez des fourmis dans les jambes, vous aviez en effet mené et réussi, malgré les vents contraires, la réforme du prélèvement à la source, une réforme difficile à faire, vous l'avez faite, encore une fois, contre vents et marées, et vous vous disiez que Bercy c'est bien, mais Bercy c'est loin. Enfin c'est loin du centre, alors que Beauvau c'est près de l'Élysée. Et puis un des 3 ou 4 personnages dont vous êtes les plus proches, un de ceux qui vous inspire et qui est présent dans votre carrière à différentes étapes, il le sait bien, lui, que Beauvau est un ministère important, c'est Nicolas Sarkozy. Avant vous, il a été ministre du Budget. Avant vous, il a ensuite été ministre de l'Intérieur. Et avant vous, peut-être, il a été... Enfin, donc la comparaison, on sait jamais. En tout cas, vous êtes toujours en lien avec l'ancien président de la République, et il vous arrive même de dîner le même soir avec Nicolas Sarkozy et de prendre le café avec Emmanuel Macron, comme l'a raconté Ludovic Vigol, le journaliste de l'opinion, qui vous a consacré un excellent livre, à vous et en particulier à votre relation forte, j'allais dire votre ressemblance avec Nicolas Sarkozy, parcours, ambition, détermination, talent, et aussi quelques défauts, bien sûr, intimement liés à l'exercice à outrance de la politique, ce que vous appelleriez probablement réalisme ou pragmatisme, et que vos adversaires, vous en appelleront cynisme, opportunisme. Que voulez-vous, les chiens ne font pas les chats. Bref, vous voilà mis de l'intérieur avec une charge immense sur les épaules, restaurer la confiance de la police et de la gendarmerie, restaurer la confiance dans la police et la gendarmerie, lutter contre l'insécurité, le sentiment très répandu dans l'opinion que celle-ci s'accroît, et tout ça avec à chaque instant l'obligation de garder l'œil sur une menace permanente, comme un fil rouge sur 2 périls qui guettent le pays, l'islamisme et le séparatisme. D'abord un sujet que vous aviez très tôt identifié, j'ai trouvé aux premières déclarations, on est en 2012 et vous vous insurgez contre le port du voile, donc il y a près de 10 ans, et puis un autre fil rouge, autre indicateur à surveiller de près, cette impression tenace que le pays est fracturé, qu'il est toujours au bord de basculer, et que l'effet gilet jaune peut rejaillir à tout moment. Un vrai stress, j'imagine, c'est un poste ministériel qui demande des nerfs. Voilà. Un dernier mot plus personnel pour dire que vous vous êtes marié il y a 1 an à peu près, que vous avez eu un petit garçon il y a quelques mois, que vous avez prénommé Maximilien, en hommage évidemment à Maximilien Robespierre, un homme d'ordre s'il en fut, un peu brutal, je vous l'accorde, mais qui avait su se faire respecter. N'est-ce pas? C'est bien ça. Et dans ce contexte assez stressant que j'écrivais il y a un instant, au fond la question la plus simple que j'ai, peut-être la plus difficile, je ne sais pas, que j'ai à vous poser, c'est quoi être ministre de l'Intérieur? Bon, d'abord, j'ai bien fait de venir ce soir. Je salue toutes et tous, Monsieur le Président, Monsieur Bétou, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de répondre à votre invitation, à votre aimable invitation, et de se retrouver en physique pour faire de la politique, c'est-à-dire pour parler de la cité, et de le faire avec les amis du CRI, bien évidemment. Une petite correction. D'abord, Nicolas Sarkozy a été ministre du budget beaucoup plus vieux que moi. C'est vrai. J'aimerais dire que vous avez souvent été le plus jeune. Voilà, et je lui ai fait remarquer, d'ailleurs, je n'ai pas du tout apprécié. Et puis, deuxièmement, mon fils s'appelle Max Émilien. Max Émilien. Parce que moi aussi, je suis un homme de compromis. Ma femme est Maximin, moi je suis Maximilien. On se met d'accord sur Max Émilien. Mais vous aimez beaucoup Maximilien. Maximilien Ier, qui, comme vous savez, était né à Strasbourg, va s'occuper du Mexique. Mais je suis très heureux de partager avec, on espère, le nom de l'autre France. Voilà, exactement. Voilà. Et la comparaison, je crois, ça s'arrête là. D'abord, c'est un grand honneur d'être ministre de la République, et puis c'est effectivement une grande responsabilité d'être ministre de l'Intérieur, pour les raisons très éminentes que vous avez évoquées, qui est le fait que les intérieurs, chacun le sait, s'occupent de la sécurité des Français. S'occupent même des sécurités. Je pense que c'est un point sur lequel je voudrais m'arrêter quelques instants, parce qu'évidemment, il est ministre des policiers et des gendarmes, il est ministre des faits divers et des actes terroristes, il est ministre
des manifestations qui se passent plus ou moins bien, mais c'est celui qui s'occupe de la sécurité civile, des pompiers, des risques sanitaires, des risques volcaniques, des risques informatiques. On l'oublie, on va voir que dans les jours, dans les mois, dans les années qui viennent, ce sera un des risques les plus importants pour les démocraties, et singulièrement pour les démocraties qui veulent résister évidemment à ceux qui veulent les attaquer. Il y a aussi celui des préfets, des hommes et des femmes, plutôt des femmes et des hommes, qui s'occupent de l'intégralité de la vie publique dans un département. Il est le ministre en charge évidemment de cette administration qu'on appelle l'administration des étrangers en France, et qui est très important parce que, comme vous le savez, nous avons des relations nombreuses, difficiles, historiques, parfois épineuses, avec beaucoup d'États étrangers. Donc c'est un ministre qui ne s'occupe pas que des policiers et des gendarmes, c'est pour ça qu'il est ministre de la sécurité, le ministre de l'intérieur du pays, et qu'avec le ministre de l'extérieur, des Affaires étrangères, à eux deux, normalement, ils sont les deux points sur lesquels s'appuie le président de la République. Donc c'est important. C'est quoi le ministre de l'Intérieur? C'est d'abord quelqu'un qui essaye, bon an, mal an, dans l'immédiateté, le réflexe, à l'heure où on nous demande tous de répondre en quelques secondes à des faits qu'on n'a pas encore vus, pas vérifiés, de commander des choses qui apparaissent scandaleuses ou démenties, de pouvoir gérer cette émotion, parce que moi je ne sous-estime pas le fait que l'émotion est une réalité et que les gens ils ont peur, ils sont contents, ils doutent, et quand on fait de la politique, on doit accompagner l'émotion, on ne doit pas la mépriser par une tournante technocratie, une tournante rationalité, et en même temps, pardon de le dire ainsi, en même temps de pouvoir se dire, mais c'est quoi le ministère de l'Intérieur dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, quelles sont les menaces qui touchent notre pays, qui vont toucher notre pays. Et c'est bien difficile de prévoir dans les années 2000 que la menace sera terroriste islamiste. Vous compariez avec Nicolas Sarkozy, pour lequel j'ai le plus grande estime et la plus grande amitié, si je peux me permettre. Il a été mis à l'intérieur dans un moment qui n'était absolument pas comparable à celui que nous vivons aujourd'hui. Et c'est pas l'insulte du président Sarkozy. Il a été mis à l'intérieur où le terrorisme, où les difficultés de terrorisme potentiel étaient corses. Et il était celui qui a recherché donc, ça n'a rien à voir avec le terrorisme islamiste qui commence, vous le savez, par cet ignoble de l'affaire Mera à la fin de son quinquennat de président de la République, c'est-à-dire 10 ans plus tard. Il a été un président ministre de l'Intérieur qui ne réagissait pas aux médias, sauf peut-être aux lois de 20 heures de TF1 et au Monde qui donnait le là l'après-midi. Nous sommes dans une époque où les chaînes d'information continuent, les sites quotidiens en ligne donnent des informations à tout moment, les tweets. Il faut réagir à n'importe quelle personne. Depuis quelques minutes, on se dit, mais pourquoi il n'a pas encore répondu, le ministre de l'Intérieur? Alors, soit il cautionne les violences policières, je l'ai évidemment délimé, soit au contraire, il est encore parti, ne répond pas à la part des Français. Les choses se sont considérablement différentes. Et je pense que ce qui est très difficile dans le poste que j'occupe, ou dans les postes que nous occupons, c'est de s'occuper des médias, de répondre à votre émotion, mesdames, messieurs, à votre souci légitime de sécurité, à comprendre vos interrogations, à expliquer ce qui ne va pas, et en même temps essayer de projeter le ministère pour 5 ou dans 10 ans, parce que les menaces seront sans doute pas les mêmes qu'aujourd'hui. Donc c'est à la fois très palpitant et très difficile. C'est aussi un poste où on roule à 220 km à l'heure sur l'autoroute. Je ne le recommande évidemment pas en tant que ministre de la sécurité routière, mais ça peut être grisant, c'est palpitant, mais on sait tous qu'à 220 km sur l'autoroute, il ne faut pas tomber sur un clou qui touche le pneu, parce que là, il n'y a pas de corde de rappel. Et vous parliez de mes prédécesseurs, indépendamment des amitiés ou des inimitiés qu'on peut avoir en politique, elles sont parfois nombreuses et pour plein de raisons, elles s'expliquent parce que c'est une vie d'homme de la politique aussi. Et de confrontation. Et de confrontation, moi je veux aussi rendre hommage à Christophe Castaner parce qu'il a eu pour la gérer pendant 1 an les Gilets jaunes. Moi j'ai eu la chance de ne pas, si j'ose dire, gérer 1 an de manifestations chaque samedi de centaines de milliers de personnes qui étaient tantôt violentes, tantôt pacifiques, sur tout le territoire de la République, à Paris, c'est tout l'a vu, mais dans la moindre sous-préfecture de province, avec des policiers épuisés, dont on leur racontait que c'est de l'ordre public, alors que ce n'était pas leur métier, c'est un métier de faire l'ordre public. Et le ministre de l'Intérieur, c'est celui qui permet à ceux qui ne sont pas pour le pouvoir de manifester contre le pouvoir sur la protection des policiers. C'est quand même intéressant en démocratie. Et il a fait, je crois, avec calme, malgré, je crois, une grosse pression politique et politique. Donc, le ministre de l'Intérieur, c'est répondre aussi à des crises. Christophe Castaner a connu les Gilets jaunes. Moi, je connais la crise sanitaire. Nous co-partageons avec Jean-Marc Collomb des crises terroristes. Voilà, que nous devions, voilà, et en quelques jours, je ne dis pas qu'il y a des
procès des attentats qui va occuper la France. Voilà. Et donc c'est tout ça, c'est s'occuper effectivement du contrôle routier comme des attentats terroristes. C'est aussi, j'aurais dû le dire, voilà, j'allais dire ministre des cultes aussi. Oui, mais moi je suis quelqu'un qui n'a pas des cultes honteux, j'ai déjà l'occasion de le dire. Mais je suis aussi dans une tradition républicaine qui veut que les cultes en général demandent qu'on ne s'occupe pas trop d'eux. C'est ça qui est intéressant dans notre pays, c'est-à-dire que bien sûr je suis le ministre des cultes et sous la Révolution, au début de l'Empire et puis ensuite au début de la République, on distinguait l'intérieur de la police. Joseph Fouché n'a pas été ministre de l'Intérieur, il était ministre de la police. C'était Lucien Bonaparte, le frère de l'empereur, qui s'occupait de l'intérieur. Puis arrivé un moment, vers la fin du 19e, la République a pensé que l'intérieur des préfets, des cultes, devait se marier avec la police. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Le fait est que le ministre de l'Intérieur est ministre des cultes. Et moi je pense que la meilleure façon de rendre au culte le fait que je sois ministre, c'est de le moins possible les embêter. Voilà. C'est très difficile parce qu'évidemment les questions religieuses en France, depuis toujours, c'est une phrase de mauvais étudiants en culture générale, mais on connaît des difficultés, on touche aux sentiments, et vous savez bien, les convictions que la raison ne peut pas convaincre. Et donc j'évite en général, sauf qu'on me pose la question, parce que je suis très heureux d'en parler, d'évoquer le ministère des cultes, qui exista jusqu'en 1912. Aristide Briand était ministre des cultes, mais qui est intégré là-dedans au portefeuille. Il m'arrive de signer, c'est un privilège exorbitant, des nominations d'évêques. Le ministre de l'Intérieur en France, il signe des nominations d'évêques. Donc voilà, ceux qui disent que la neutralité du pouvoir vis-à-vis des religions catholiques se trompent beaucoup. Et la meilleure façon que je rende, à mon avis, le service au culte, c'est de les laisser faire le culte comme ils vont leur sens dans la République. Merci beaucoup. Je propose de rentrer un petit peu dans le vif de l'actualité. L'actualité la plus dominante aujourd'hui, la plus intense, elle se passe un peu à Marseille, avec le déplacement du chef de l'État. Vous y étiez hier soir dans la séquence sécurité-police, rentré ce matin aux aurores de Marseille. Est-ce que Marseille, avec la complexité infinie de ce qu'est devenu ce problème, est-ce que Marseille est un précipité de ce qu'est la France ou de ce qui menace la France? En Marseille, c'est d'abord extrêmement attirant, touchant. Il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui aiment Marseille et ceux qui ne l'aiment pas. Et c'est une ville qui n'en pas indifférent. On aime son énergie, son côté extrêmement latin. Moi, personnellement, j'aime Marseille, j'aime bien les Marseillais. Et je ne vois pas à Marseille les mêmes problèmes qu'en France, hors Marseille. Or, Marseille, tout le monde sait qu'il y a une très grosse immigration depuis très longtemps, notamment l'immigration qui vient du Maghreb. Nous avons un problème de drogue incomparable à Marseille par rapport au reste du territoire. De ce point de vue, vous avez raison. C'est parfois annonciateur. On voit bien que ces cartels de drogue, il n'y a pas d'autres mots, touchent désormais les Vaucluse, là où ce pauvre policier a été tué, rappelez-vous, voilà quelques semaines, dans un règlement de compte qui concernait la drogue, touche un peu les Alpes-Maritimes, un peu la zone montpelliéraine. Et en même temps, Marseille, alors que la communauté étrangère était très importante, il n'y a pas de statistiques sur les religions dans des communes, donc on peut imaginer que les musulmans ont une part extrêmement importante de la population, il y a très peu de signes de radicalisation. Comment comprendre ça d'une ville comme celle-là? Et donc à ce titre-là, Marseille n'est pas vraiment le reste de la France. Et vous avez, pendant que je vous interromps, vous avez une explication sur cette espèce d'étrange paradoxe? D'abord, on a eu très très peu, pour ne pas dire quasiment aucun départ de Marseillais sur les zones de théâtre syriens. Très très peu de gens connectés à Marseille dans les attentats que la France a connus. Et vous aurez constaté qu'à quelques exceptions près, et dont on sait d'ailleurs que ces exceptions viennent géographiquement d'ailleurs de Marseille, y compris un attentat qu'on appelle les auto-attentats, l'attentat endogame, celui du couteau qui n'est pas calculé dans une organisation internationale et qui touche le plus, c'est l'organisation aujourd'hui principale, ce n'est pas à Marseille que ces faits se passent. Alors pourquoi il y a des explications romantiques, le culte musulman fait très bien son travail, tout le monde de la police est formidable, les renseignements sont extraordinaires, la mairie est ferme. Bon. Oui, ça c'est pareil, c'est romantique, c'est le nom. Voilà. Je crois, et ça peut encore changer, c'est pour ça qu'il faut beaucoup surveiller ce qui se passe à Marseille. Je crois que d'abord la drogue a beaucoup imposé sa loi à la place dans les quartiers de la religion qui parfois remplace la République et ses solidarités. Moi je pense que c'est un des problèmes
dans nos quartiers, moi j'étais maire d'une ville, vous l'avez rappelé, je vis toujours, j'ai tendance à constater que la religion, d'abord sur des bons sentiments, a remplacé par la charité, par l'entraide sociale, ce que la République ne faisait plus. Et je crois que la drogue, à Marseille, a pris une telle place qu'elle a remplacé cette solidarité. Ce n'est pas la religion qui l'a prise, mais la drogue. Ce qui est à la fois inquiétant et difficile à accepter. Et je ne me résous pas à être celui qui choisit entre les radicaux ou les trafiquants de drogue. On ne va pas y arriver comme ça. Et puis deuxièmement, il y a pour le coup une explication plus romantique. Je veux bien y croire, beaucoup de Marseillais le pensent, que c'est une ville par nature de migration, c'est une ville méditerranéenne, ouverte bien sûr sur la Méditerranée, parce que c'est une tautologie que de dire. Et les gens sont certes musulmans, maghrébins, italiens, ils viennent de partout, mais ils sont avant tout marseillais. Et ils ont une sorte de communion, de petite patrie, comme le disaient certains, qui est Marseille, et du coup ils ne tomberaient pas dans la reconstitution du combat israélo-palestinien, ou ce qui se passe en Syrie, ou ce qui se passe en Afghanistan, ce qui est quand même un des problèmes que nous avons, c'est l'exportation des conflits extérieurs en France. C'est pas problème. Bon, maintenant, je le dis avec beaucoup de prudence, parce que la vérité d'aujourd'hui ne vaut peut-être pas celle de demain, et peut-être que demain, nous découvrirons qu'à Marseille, il y a bien sûr aussi des problèmes de ce point de vue. Donc, pas de radicalisation, en tout cas pas apparente à date, mais ce problème de la drogue, je voyais un certain nombre de chiffres et de déclarations de ceux qui essayent de lutter contre ce fléau. 75% des mineurs délinquants sortent d'une mesure d'assistance éducative, ce qui est la marque d'un échec absolument incroyable. Une explosion des enlèvements, séquestrations, menaces, tortures, une violence aujourd'hui inégalée dans ce qu'on peut avoir à vue d'homme. Et à Marseille, 1100 enquêtes ouvertes en 8 mois sur des faits de violence ou de meurtre cette année-là, contre 700 en 2019. On met de côté 2020 avec le confinement, 700 en 2019, 1100 en 2021. C'est une explosion invraisemblable. C'est quoi? C'est la drogue, ça? Alors la drogue a une place évidemment très importante à Marseille, et j'allais dire surtout le territoire national, et c'est un point sur lequel je voudrais bien m'arrêter devant vous. J'essaie, j'espère que ça se voit, de dire à quel point je pense que la drogue est le problème numéro un des Français. Je mets bien sûr le terrorisme islamiste à part, qui est un problème qui nous touche tous et qui nous touche dans de très nombreuses générations, malheureusement. Mais dans ce qu'on appelle le quotidien de la police, la drogue est le sujet principal, parce que de la drogue naît quasiment tous les points de la réponse que nous connaissons. C'est évidemment une guerre de territoire, donc c'est un ordre qui remplace celui de la République, qui empêche la Brabante de rentrer chez elle sans contrôle d'identité. C'est évidemment de l'exploitation de personnes comme mineurs, qu'on utilise à 8, 9, 10, 11 ans, parce qu'il faut les choufs, comme on dit, parce que quand on les attrape, plus difficile à attraper que les adultes. Quand on les attrape, ils risquent pas grand-chose, c'est les mineurs, donc c'est pas la même justice que celle parents, donc ils vivent l'école, on torture les mineurs littéralement lorsqu'ils ne font pas le travail qu'on leur demande, lorsqu'ils vont trahir, lorsqu'ils n'ont pas prévenu quand la police arrive. C'est évidemment des vols à violence très difficiles, très durs, parce que pour prendre sa dose, on a besoin d'agresser pour récupérer, c'est des cambriolages, des atteintes aux biens, enfin bref, la drogue est la mère de ces délinquances. Si je peux me permettre de vous corriger, monsieur Bétou, bien sûr, la violence est extrêmement importante à Marseille, je ne veux pas du tout la sous-estimer. Depuis 10 ans, les révoltes ont été divisées par 2. Mais ils sont, quand ils arrivent, extrêmement violents. Et ils ont une tendance qui touche le bidon parce qu'ils sont mimétiques, comme dirait René Girard. Parce qu'en fait, je souhaiterais vous expliquer devant vous, quand la police fait son travail, vous le avez, c'est le point de compte. Si vous ne voulez pas de problème dans les quartiers, vous ne faites pas le travail de police. Quand vous arrivez et que vous arrivez à démanteler des points de deal, il y en a 167 points de deal aujourd'hui à Marseille. En moyenne, c'est 50 000 à 100 000 euros d'argent liquide par jour. Et ça monte à 80 000 euros pour les... Voilà, c'est ça. Donc vous imaginez les enjeux. Des gens qui ont mis en place là, des envoyés commandes de Dubaï, parfois d'Algérie, d'autres pays comme le feraient des parrains, des conteneurs sur les bords du monde pour livrer la drogue, cocaïne et cannabis, qui sont les 2 grandes drogues de Marseille, d'autres sujets évidemment c'est principal. Et ils ont une entreprise, il n'y a pas d'autre mot, qui fait par point de deal 167, 50 000 à 100 000 euros d'argent liquide par jour. Au faire 24 h sur 24, c'est jours sur 7. L'enjeu est colossal. Et donc, lorsque la police intervient, même lorsque la police intervient et qu'elle fait quelques heures, parfois on dit même venez quelques heures et puis après vous repartez. Bah oui, parce qu'on d'abord vit pas dans le quartier, bien sûr, mais quelques heures à 100 000 euros par jour, c'est beaucoup d'argent perdu. Parce que là, ils ont aussi des fournisseurs, ils ont aussi de l'argent à redonner comme un système de raquette. Et quand vous arrivez à choper une famille, un cartel, et vous les mettez en prison, un autre essaie de prendre ce territoire.
Et celui qui est de la prison commande des assassinats ou des actes de torture pour impressionner l'autre. Vous avez tous vu ça dans les films, c'est la réalité de ce qui se passe. Donc plus la police fait son travail, intervient, empêche le trafic, empêche le fonctionnement, emprisonne les gens, plus évidemment il libère le territoire et donc la règlement de compte. Ceci ne justifie pas cela, mais ceci explique cela. C'est aussi un thermomètre de l'activité policière. Et ce qu'on a souhaité avec le président de la République depuis plus d'1 an, c'est de mettre tout contre la drogue. Pour terminer sur votre question, moi je veux aussi dire, et je le dis devant vous, vous êtes des parents, vous êtes des gens responsables, s'il n'y a pas d'offre, il n'y a pas de demande. Et s'il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'offre. Si les gens ne consommaient pas de drogue, il n'y aurait pas de point de deal, il n'y aurait pas de trafiquants, il n'y aurait pas d'argent liquide qui financerait, je le dis devant vous, je sais à qui je parle, le terrorisme, on le sait, une partie de la drogue finance le terrorisme, une partie de la drogue finance la vente d'armes, une partie de la drogue finance la prostitution, une partie de la drogue finance le trafic d'êtres humains. Et aujourd'hui, 15% du PIB d'Afghanistan, c'est pas bon. C'est ce qui vous a poussé à déclarer lors de votre discours à la préfecture de police que la lutte contre la drogue était la mère de toutes les batailles. C'est parce que le terrorisme est financé par l'argent de la drogue. Alors le terrorisme n'est pas financé que par l'argent de la drogue, mais il est aussi parfois financé par l'argent de la drogue. Notre inquiétude des services de sécurité, c'est qu'en Afghanistan, indépendamment de ce qu'on pense et ce qu'on sait des talibans, c'est qu'ils ont la main sur 15% au moins d'un PIB qu'elle pas bon. Alors on le sait. Et on sait tous que quand quelqu'un prendra un rail de coke, même dans des endroits extrêmement festifs où tout le monde trouve ça parfois rigolo, ben, il contribue à cela. Et moi je veux dire que le consommateur, celui qui fume un joint comme celui qui prend son rail de coke, son consommateur il est responsable de cette situation. Et parfois c'est dans nos beaux quartiers que nous savons, c'est tous. Et donc notre travail c'est de lutter contre les consommateurs, leur dire que c'est pas bien, et de sanctionner. Moi je n'accepte pas le discours de défaite morale de la libéralisation, de la dépénalisation, et puis de lutter évidemment contre les trafics. Dans les annonces qui ont été faites aujourd'hui par le chef de l'État, il y a la confirmation d'un certain nombre de choses que vous aviez annoncées, par exemple l'arrivée de 300 policiers, peut-être accélérer un peu sur le plan du calendrier, des travaux de rénovation ou d'ouverture du commissariat. Je n'entendais pas de grandes mesures qui permettent de se dire ça y est, on change d'époque. Est-ce que je me trompe? Ou est-ce que c'est un travail de très long terme? Est-ce que c'est le début d'une lente reconquête? Est-ce qu'il y en a pour 10 ans? Ou est-ce qu'on peut considérer que dès qu'on aura commencé, dès que la République aura commencé à essayer de reprendre la main sur le territoire, les choses peuvent aller plus vite? Alors, Delphine Burki qui est ici, qui est dans le 9e et qui, à mon avis, le sait bien, quand vous êtes élu, toute la journée, vous faites des choses dont vous savez parfois le lendemain, il faut recommencer. Je prends un exemple concret, remonter dans une rue. Ce serait illusoire de dire qu'une fois que la balayeuse est passée, la rue ne sera plus jamais sale. Après, on peut vous demander, structurellement, à nos services, pourquoi la rue est sale. Peut-être que le platane n'est pas assez entretenu, il y a peut-être un commerçant qui fait n'importe quoi avec ses papiers gras, il y a peut-être des gens qui habitent là et qui font n'importe quoi. Il y a pas une structure à faire. Enfin, on sait tous qu'une rue, même quand on l'a nettoyée, ne redeviendra ça. Donc, la lutte contre la drogue, c'est une lutte, je vais dire sans fin, mais aucun de nous intéresse de lui dire il y aura plus de drogue dans notre pays. Pas vrai. C'est pas le sens de ma question. Donc, je pense qu'il faut accepter Sisyphe aussi. Voilà. Et le travail du ministre de l'Intérieur, c'est faire sa part. Moi, je me rappelle la petite continue qu'on racontait quand j'étais petit. Tous les animaux de la création s'en vont d'une forêt, parce qu'il y a le feu. Et puis le colibri, lui, il va dans le lac et il revient mettre des gouttes sur le feu. Quand tout le monde lui dit, mais pourquoi tu fais ça? C'est utile. Il dit, moi j'aurais fait ma part. Si chacun fait sa part, il y a moins de feu. C'est-à-dire qu'on oublie le feu, mais il y a moins de feu. Ce que je veux vous dire, c'est que ce qu'a fait le président de la République à Marseille, le déplacement n'était pas articulé que sur la sécurité, il a confirmé et amplifié les moyens qu'on a mis. Plus de policiers, on a créé 10 000 postes de policiers dans la réponse, ça c'est jamais vu. Des moyens considérables, j'ai encore un budget qui augmente d'1 milliard sur les moyens technologiques. Et bien sûr, vous avez raison, monsieur et tout, il faudra faire une révolution. Et aujourd'hui, ce qui est très intéressant et ce qui me passionne, le président de la République va s'exprimer bientôt sur le niveau de la sécurité, c'est qu'au début du siècle dernier, le préfet Lépine, qui était préfet de police, a révolutionné la police parisienne puisqu'il a mis des téléphones dans les commissariats. Avant, ça n'existait pas. Et il a dit aux gens, maintenant, on peut appeler 17. Vous pouvez appeler, c'était pas 17 à l'époque, mais pour dire que ça a révolutionné la police. Par ailleurs, il a fait mettre des policiers qui passent de vélo en voiture. Et bien nous sommes au même niveau, un siècle après, de révolution. Parce qu'aujourd'hui, les écoutes téléphoniques, par exemple,
qui aide beaucoup dans la résolution des crimes terroristes, pour lutter contre la délinquance financière, pour lutter contre le trafic de drogue. Ces écoutes téléphoniques, ça ne fait rien. Enfin, quand tout le monde s'appelle sur le message crypté, je suis un ministre qui est embêté parce que tout le monde utilise des WhatsApp, des télégrammes, des signals qui ne sont par nature pas écoutables par les écoutes téléphoniques normales. Et puis comme le principe économique de ces plateformes, c'est comme dire de sécurité, on a un petit sujet. Il faudra se poser la question de savoir comment on écoute ces plateformes. Parce qu'aujourd'hui, dans la non-résolution de grands crimes, y compris terroristes, on le sait bien, il y a ce point. Comment aujourd'hui on paye en crypto-monnaie? Demain, on aura sans doute, j'espère le plus tard possible, des attentats terroristes dont on apprendra que ce n'est pas sur des virements bancaires comme, je veux dire, les terroristes des années 2010 le faisaient, mais par crypto-monnaie, par Bitcoin, on a réussi à financer tel ou tel sujet. Si je ne suis pas le ministre qui fait du cyber la priorité des 10 prochaines années, je ne suis pas le bon ministre de l'Intérieur. Donc, oui, ma difficulté, c'est de répondre à votre question de la drogue ici maintenant à Marseille, et puis d'essayer de comprendre et d'armer, c'est très difficile parce qu'on a le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, le Parlement, les journalistes, les opinions, c'est normal, en démocratie, on est moins rapide que les voleurs, qui n'ont pas le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel autour d'eux. Voilà. Mais bon, c'est la grandeur de la démocratie, il faut vivre avec. Voilà, le président de la République il a fait des annonces de court terme pour Marseille, et nous travaillons à des annonces de révolution, si j'ose dire, de long terme pour le ministère de l'Intérieur. Donc vous êtes le colibri. Est-ce que vous diriez que... Il y a plusieurs pélicans, là. Pélican, peut-être le Canadair, c'est ce que vous voulez. Est-ce que vous diriez que Éric Dupond-Moretti aussi fait colibri? Moi, j'apprécie énormément Éric Dupond-Moretti, et il n'a pas un métier facile parce que moi, je suis payé pour que mes fonctionnaires obéissent. Les magistrats, comme les États forts, sont payés pour désobéir à leur ministre. Mais ça arrive, hein. Je ne me permettrai pas de raconter plus loin, mais je dis juste que ce n'est pas du tout la même chose. Bon, d'abord, ayons un peu de compréhension du problème de l'autre. Deuxièmement, vous avez la police et la justice, enfin l'intérieur et la justice, c'est un vieux couple. Bon, moi, j'ai la gentillesse de me dire que je me suis marié il n'y a pas très longtemps, mais un vieux couple, c'est quand même plutôt des gens qui s'engueulent et qui restent ensemble parce qu'ils s'aiment, vous voyez. Et ils ne peuvent pas faire autrement que de vivre à deux. La justice et l'intérieur ne peuvent pas faire autrement que vivre à deux. Donc il faut qu'on soit intelligent, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas de personnalité, de nos intérêts, de nos difficultés. Mais on doit travailler ensemble. Et donc on travaille très bien ensemble avec Éric Dupond-Moretti, dans un contexte, encore une fois, que je vous ai rappelé, où il est patron d'une administration qui, en général, ne lui répond pas. Il ne peut pas donner d'instructions, ni individuelles, ni collectives. C'est quand même un sujet qui intéresse les concitoyens. Il y a 20 ans, les ministres de la justice donnaient des instructions, y compris individuelles. Ils appelaient le procureur de la République, et ils disaient dans l'affaire Darmanin, je veux que vous poursuiviez, ou je veux pas que vous poursuiviez. Donc on a mis fin à ça, on a dit on ne fera plus des instructions collectives. Un peu comme moi je dis au préfet, contrôlez-moi toutes les discothèques pour le pass sanitaire. Donc il y a un vrai problème avec la justice. Moi je pense qu'il y a une réforme nécessaire, en tout cas une réflexion, et qu'il faut accepter l'idée, les citoyens doivent accepter l'idée que la contrepartie de l'indépendance de la justice, c'est que le gouvernement n'est pas responsable des actes de la justice. Les citoyens ne peuvent pas dire que la justice doit être indépendante, c'est sans doute une excellente chose dans une démocratie, et reprocher au gouvernement, je sais pas qu'une réponse pénale, lui ne va pas. Parce qu'évidemment, dans ces cas-là, on ne peut pas accepter l'indépendance. En tout cas, ça mérite au moins une grande discussion publique, parce que les gens ne le savent pas. Et je terminerai par vous dire qu'il n'y a même plus d'instruction collective. Le garde des Sceaux ne peut même plus donner de circulaire pénale qui, en tout cas, ne sont pas contraignantes pour les procureurs de la République. Donc, nous n'avons pas le même métier que Éric Dupond-Moretti et moi, et pourtant nous avons les mêmes problèmes à résoudre. Et donc il n'y a pas de réponse pénale à la hauteur, c'est ça? Alors c'est une question très compliquée parce que ça dépend de ce que vous appelez une réponse pénale à la hauteur. Moi je pense qu'il vaut une je veux dire simplement, c'est ce que probablement vos troupes considèrent lorsqu'ils parlent du travail des juges. Je pense que la police et la gendarmerie devraient balayer un peu dans sa porte et plutôt que de dire c'est à cause de l'arbitre qu'on n'y arrive pas. C'est comme ça que ça se dit. Oui, mais je suis aussi là pour dire aux policiers et aux gendarmes qu'on peut faire de meilleures enquêtes. On peut être aujourd'hui attaché à avoir de la vidéo tout le temps. C'est pour ça qu'on a équipé des caméras piétons, parce que quand il y a une image, on sait tous que les faits sont incontestables et que même le très bon avocat ne peut pas lutter contre l'image qui existe. Donc nous aussi, on doit se professionnaliser, on doit mieux former nos policiers, on doit mieux connaître le droit, il faut plein d'erreurs de forme. Donc c'est mon travail aussi de mieux les former. On va allonger par exemple la durée de formation, vous le savez, de 8 mois à 12 mois pour mieux former les policiers. Mais je voudrais dire pour la justice que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement la grande peine, mais la rapidité de la peine. Et son exécution. Alors, son exécution, oui, mais la peine n'est pas forcément de peine de prison. Moi, je suis favorable à la peine de prison, bien évidemment, mais on peut imaginer
que condamner quelqu'un 2 ans après un fait, pour le policier, pour la victime, pour lui-même, moi quand j'étais maire, j'ai connu des gamins de 16-17 ans qui faisaient des conneries. Qui insultaient un flic, qui faisaient n'importe quoi, qui roulaient une voiture, enfin bref, des faits graves. C'est pas des assassinats, mais des faits graves. On sait tous qu'on passe rarement de bandit de grand chemin à rien du tout. Il y a des moments où l'autorité parentale, la justice, la police t'affectent. Quand le type de 16 ou 17 ans est arrêté, relâché, puis renvoyé 2 ans après, condamné à 6 mois de prison ferme, il faisait 2 mois. Quel sens? Il a trouvé un boulot, parfois il s'est marié, parfois il est même en train de chemin, c'est pas avec tout le monde. On lui rappelle sa bêtise il y a 2 ans. On n'aurait pas mieux fait de le dire tout de suite, et je préfère moi 300 ans d'intérêt général que 2 mois de prison dans 2 ans. Donc on a un sujet de rapidité de la décision plutôt que de réponse pénale. Donc moi j'aime plutôt la rapidité que la grandeur de la sanction. Et ça, pour y arriver, il faut plus de magistrats. Vous savez, les magistrats, c'est 8000 personnes en France. Il y a 300 000 policiers et gendarmes, il y a 8000 magistrats. Donc ce qu'a fait Dupond-Moretti, et il a bien raison, il a défendu d'avoir un budget. Un ministre, c'est un type qui dépense. Enfin, quand je dis un budget, je dis le contraire, mais c'est un type qui dépense. Il arrive à penser l'administration à gagner de l'argent. À 10% d'augmentation par an, ça va rattraper. Et plus important à Marseille, ça n'a pas été les 200 flics de plus, c'est les magistrats. Ça a été la quinzaine de magistrats supplémentaires. Il n'y a pas aussi peut-être une politisation de la justice? J'espère que non. Mais moi, je ne sonde pas les cœurs et les âmes. Après, que les gens aient des opinions politiques, moi, c'est la France, c'est la démocratie, ça ne me dérange pas. Les policiers ont des opinions politiques. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec les magistrats quand j'étais à Bercy, parce que j'ai mis forme de Bercy pour les enquêtes fiscales. On a beaucoup dit que les magistrats financiers étaient très... Voilà, moi je ne les connaissais pas, des gens très professionnels. Après, il y a chez les magistrats sans doute l'idée que celui qui est en responsabilité, vous savez, dans les condamnations, ça se voit, en plus que celui qui n'a pas de responsabilité. Mais après tout, c'est peut-être normal. Si quelqu'un qui est s'il fait une bêtise, c'est plus grave que le citoyen lambda, parce qu'il n'a pas le même devoir d'exemplarité. Je ne pense pas que la politisation, enfin en tout cas je l'espère en tant que démocrate, empêche de prendre des décisions en droit. Voilà. On parle un peu de la laïcité, de ce grand sujet et de tout ce qui menace la laïcité en France. Vous avez, je le disais très tôt, été un militant actif de la laïcité. On a vu monter la menace islamiste, le séparatisme, ce qui est aujourd'hui appelé le séparatisme et le séparatisme islamiste. Le discours du bureau a eu lieu il y a quasiment 1 an. La mise en route de ce qui a été annoncé par le chef de l'État à ce moment-là se fait progressivement. Et ce que je vous propose, c'est que j'ai pris les quelques points principaux du discours des bureaux et je voulais savoir ce qui est fait ou ce qui ne l'est pas. Alors, premier point très général, ce qui est contraire au principe de laïcité et d'égalité est interdit, sera interdit. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. C'était l'acte 1, si j'ose dire, du discours des bureaux. Obligation de neutralité des agents publics étendue aux salariés des grandes entreprises délégataires. C'est fait? C'est fait. Pour très concret, les collectivités publiques, parfois, elles délèguent du service public. Les transports, par exemple. Société RATP fait le travail à la place de la ville qui devra organiser les transports. Aujourd'hui, la ville qui organise les transports, ça n'a pas reporté le voile, alors que le délégataire, la société privée, soumis par la neutralité avec le droit. Aujourd'hui, toutes les sociétés qui travaillent pour les collectivités publiques ne peuvent plus avoir de vêtements religieux, de signes ostentatoires, plus d'horaires aménagés par rapport aux prières. Après, il y a toujours une discussion, évidemment, pour la bonne marge de service. C'est tout à fait possible dans ce cas de quoi? De marché, de personnes d'emploi pour ceux qui peuvent passer. Et la question du marché public. Donc, on a vu notamment dans le transport public, on le sait bien, des foyers de radicalisation, des gens qui ne serraient pas la main des femmes, des horaires de gens qui ne pas travailler avec les femmes. Voilà. Désormais, c'est interdit. C'est plus de 3 millions de salariés qui sont désormais concernés. Les piscines, les transports, les cantines. Donc, effectivement, c'est fait. Réforme de tout ce qui est demandé, exigé même pour financer les associations, augmentation, durcissement, aggravation des motifs de dissolution des associations. Ça m'a valu de longues et difficiles discussions avec les cultes, tous les cultes concernés. Si je veux dire, c'était sans doute même les musulmans qui étaient les moins embêtants, parce qu'ils ont à peu près compris qu'ils y passeraient. Quand on s'en coupable, c'est plus facile. Non, c'est un peu dur. Voilà. Je trouve que c'est une façon un peu rapide de voir les choses.
On sait tous que le financement étranger ne concerne pas que les musulmans. On sait tous que la traçabilité des dons, voilà. On sait tous que, à part les juifs, à quelques exceptions près, et un peu les protestants, tous les autres, y compris les catholiques, n'appliquaient pas 1905. Il y avait des associations, voilà. Donc tout ça est compliqué, tout est fait l'histoire. Mais oui, c'est fait. Et c'est fait dans des conditions extrêmement fortes que le Conseil constitutionnel a validées. Notamment, ce sera tout à fait unique en droit français, nous pouvons nous opposer à la vente d'un terrain à un État étranger. Ça n'existe pas. On ne peut pas interdire ça. Vous donnez votre maison à quelqu'un qui habite à l'étranger, je n'ai pas le droit de mettre votre vie d'intérieur ou mère d'opposer à ça. Et pour le culte, on aura le droit de s'y opposer. Signature du Charte des valeurs. Alors, toutes les associations de France, Elles l'ont fait. exactement, la loi a été adoptée et promulguée, donc nous le ferons au 1er janvier. Toutes les SERFA, que vous demandez des subventions, si vous demandez de la subvention publique, vous faites ce que vous voulez chez vous. Il y a des associations qui luttent contre la République, Action française. On n'est pas là pour l'interdire, on a le droit de lutter contre la République. On n'a pas le droit d'avoir des subventions pour lutter contre la République. Normal. Pour rigoler, mais simplement, c'est votre argent pour les évolutions. Désormais, c'est interdit. Dans le SAFA de demande des associations, systématiquement, il y a cet engagement. Et si on ne le fait pas, on peut retirer l'argent public, évidemment, et poursuivre pénalement l'association. Au moment du discours de Bureau, Emmanuel Macron disait qu'il sera mis fin au système des imams détachés. Tout à fait, c'est la fin en 2023. Alors l'imam détaché, c'est quoi? Il y a 3 grands pays, l'Algérie, la Turquie et le Maroc, qui envoyaient des centaines d'imams, souvent de qualité d'ailleurs, mais qui ne parlaient pas français, qui étaient fonctionnaires de leur État, pour être dans les mosquées françaises. Et donc ces imams détachés, des fonctionnaires détachés, il y a des conventions qui étaient avec ces pays, et donc on a mis fin à cela. Ça a des avantages et des inconvénients, c'est pas que bien. Mais bon, voilà, ça a de gros avantages. Et donc on a mis fin à ça. En 2023, il n'y aura plus d'imams détachés en France. L'école de formation qui était au Maroc, formation d'imams qui était au Maroc. Alors, toujours cette formation des imams qui se font former au Maroc et qui viennent en France. Alors rien n'empêchera les ministres du culte de se former ailleurs. Sinon, le Vatican nous aurait dit que. Non, mais je crois qu'il y avait un accord. Oui. Alors, on a en France le fruit de l'histoire. Des territoires de la République ne sont pas soumis en 1905. L'Alsace-Moselle, vous le savez bien, ou certains territoires ultramarins. Donc, déjà, il est toujours possible, et il sera toujours possible, si on n'a pas mis fin au droit d'art et au droit local, pour les catholiques, pour les protestants, pour les juifs, pour les musulmans, d'avoir en Alsace-Moselle des lieux particuliers. Encore plus pour les cultes qui sont historiquement installés en Alsace-Moselle. C'est pareil pour l'outre-mer, je vois l'anecdote, c'est évidemment le cas. Et oui, il y aura toujours des accords, nous gardons cependant, et c'est une disposition de la loi, la possibilité de rompre unilatéralement si nous considérons que les pays et les religions qui mettent en place ces formations ne sont pas à la hauteur de la République. Je voudrais revenir sur une phrase que vous avez prononcée au détour de vos démonstrations. Le terrorisme islamique avec lequel on va devoir vivre pendant des générations. Un peu sûr. Vous dites dans votre livre, alors oui, je n'ai pas cité ce livre, Le séparatisme islamiste, manifeste pour la laïcité, un petit ouvrage que vous avez écrit sur ces sujets-là d'ailleurs, et qui est très précis, très documenté et très clair. Et vous dites, l'islamisme est un cheval de Troie renfermant la bombe à fragmentation de notre société. C'est donc pour les générations. Alors moi je ne me permettrai pas de donner un cours sur l'islamisme, et sans doute ici des gens plus intelligents et plus efficaces que moi sur ça, mais ce que j'en ai conçu, c'est qu'il y a manifestement une guerre dans le monde sunnite qui est à la fois une guerre d'interprétation de la religion, de faire son Vatican II, alors la comparaison est vraiment dure pour les catholiques, je m'en excuse, mais pour que vous compreniez bien, de dire bon, voilà, on passe du littéral à l'interprétation, c'est un gros travail, et pour ça il faut un clergé, des gens formés, il faut une hiérarchie, tout ce que n'a pas le monde sunnite. C'est évidemment compliqué, puis la France ne peut pas faire ce que des pays de tradition des Chinois depuis plusieurs siècles ne savent pas faire eux-mêmes. Et un conflit nationaliste. Dans les prises de position de M. Erdogan, on peut se poser la question de savoir s'il ne veut pas être le patron du monde sunnite. Et pour être le patron du monde sunnite, il faut crier contre la laïcité, contre l'Occident, contre la France. Pour être plus dur que l'Arabie Saoudite, pour être plus dur que certains États du Golfe. Il ne faut pas sous-estimer qu'il y a à l'intérieur du monde musulman, du monde sunnite, une guerre très forte, qui aussi en rajoute dans la radicalité. Et comme on a souvent affaire à des esprits faibles, moi je ne qualifie pas les terroristes de fous parce que c'est trop facile de le faire, mais on peut quand même considérer les esprits faibles, et les esprits parfois faibles, qui sont capables de passer en s'auto-radicalisant, littéralement
naturellement, c'est ce qui se passe parfois, ce qui est très difficile de les détecter. Ce nationalisme exacerbé du sudisme et revenir à la vie réelle du monde musulman tel qu'il est imaginé, crée évidemment cette forme de fragmentation. Et on ne voit pas très bien comment ça va se régler dans les mois ou dans les années qui viennent, devant l'incroyable expansion de pays arabes qui, par ailleurs, n'ont pas réussi à terminer leur révolution culturelle pour un certain nombre d'entre eux. Donc oui, dans les générations qui viennent, au moins une ou deux, nous allons encore vivre avec une menace terroriste islamiste extrêmement forte. Est-ce qu'elle touchera plus l'Occident qu'elle touche même les pays arabes? Vous savez qu'aujourd'hui, c'est difficile de le dire, mais les grands pays musulmans deviennent pays d'Asie, avec des pays qui réussissent en tradition musulmane et d'autres qui se radicalisent, comme la Malaisie, c'est extrêmement inquiétant. Vous avez évidemment plus aujourd'hui, ça c'est dur à entendre pour les Français qui sont très touchés, et c'est évidemment pour les Juifs de France très touchés dans leur chair, mais plus d'assassinats contre les musulmans par les islamistes que des occidentaux, qu'ils soient chrétiens ou juifs, c'est une réalité, mais on voit bien qu'aujourd'hui, ce combat sunnite devient un combat de civilisation, et c'est ça qui est extrêmement inquiétant, et qui ne sera pas réglé dans quelques mois ou quelques années. D'où vient d'après vous la menace? D'où vient la menace, c'est bon. Il est protéiforme, mais aujourd'hui en France, la menace première, c'est des gens qui, se croyant investis d'une mission, et je constaterai que malheureusement les attentats tombent extrêmement souvent le vendredi, se croyant investis d'une mission, pour prendre le couteau et passer en n'ayant aucun lien, ni financier, ni physique, n'ayant pas suivi par le service de renseignement, et passer à l'acte, et ce qu'on appelle l'ubérisation du terrorisme. Si je devais résumer, Monsieur le Président, ce que nous avons vécu, il y a eu 4 étapes. D'abord, il y a une étape d'islamiste national, Khaled Telkal, 90, le GIA algérien, la décennie noire qui s'est exportée en France, la FNAC, tout ça. Ensuite, il y a eu le terrorisme international organisé, Al-Qaïda, les tours, et puis de manière générale, les attentats coordonnés, nombreux, que nous avons connus dans tous les pays occidentaux et dans les pays arabes. Ensuite, troisième type, on a connu dans les années 2015, les tentatives du Bataclan, les menaces qui n'étaient pas de chez nous, mais qui étaient exportées. Tous ceux qui, le commando du Bataclan, ils sont venus coordonner avec de l'argent pour commander par la Syrie, commander par je ne sais où, que des attentats. Et là, nous sommes à la 4e phase, c'est ce que M. Kepel appelle le djihadisme d'atmosphère. On a mis fin à des très grands réseaux, pour plein de raisons, on a fait la guerre au Mali, on a intervenu partout, on a beaucoup de services de renseignement, vraiment la plupart des rencontres ont été arrêtées ou tuées, mais il reste quelque chose, et notamment dans la diffusion islamiste sur Internet, qui est très inquiétante, parce que 99% des contenus, c'est même pour les dire du mois, sont des contenus salafistes des frères musulmans qui ne sont pas de l'islam que l'on pourrait qualifier d'hiver. Il y a un gamin de 16 ans qui veut chercher c'est quoi sa religion sur Internet. S'il regarde ça sur Internet sur Google, monsieur le député, bonsoir. Nous avons évidemment ce djihadisme d'atmosphère qui inquiète et qui fait passer à l'acte des gens, souvent des esprits faibles, parfois des militants. La menace, elle est en 4e aujourd'hui, c'est la menace endogène qui nous touche le plus. Je vous dis ça, et peut-être que le jour prochainement, on découvrira une menace coordonnée qui touchera la France. Je reste extrêmement modeste, mais c'est celle-là qui nous touche et qui touche les Français. Alors, l'histoire avec l'installation du Taliban, est-ce que ça peut représenter la même menace que celle que l'on a connue avec l'État islamique? Alors, moi j'essaie d'être encore avec mon modeste parce que c'est de Gaulle disait qu'on avait créé les économistes pour que les météorologistes se sentent moins seuls. Bon, donc je prévoir l'avenir est extrêmement difficile. Mais la France n'est pas inquiète de la menace taliban comme elle l'a été de la menace syrienne. Alors, l'Afghanistan, c'est très loin, pardon de cette tautologie, c'est beaucoup plus facile de rejoindre la Syrie que de rejoindre l'Afghanistan. Deuxièmement, aucun attentat n'a été commis depuis au moins 7 ans par quelqu'un qui était afghan ou proche des Afghans. Troisièmement, on n'a eu aucun départ de Français depuis au moins une dizaine d'années vers le thème d'opération afghan. Donc ça n'a rien à voir avec le monde sunnite syrien, État islamique, tel que nous le connaissions. Les talibans, par ailleurs, vous savez, c'est un mouvement islamiste, je fais ça très vite, radical, mais nationaliste. Et on voit bien qu'il y a une guerre entre l'État islamique et les talibans.
Et la question qui se pose, et qui est une question géopolitique particulièrement intéressante, et qui a dû se poser chez les Américains, et qui se posera pour tout gouvernement qui voudra ou pas reconnaître le régime taliban, parce qu'au gouvernement se posera quand même la question de la reconnaissance pour les États ou pas, c'est est-ce que ça reste un mouvement radical comme le nôtre? Quand je dis Yémen, il faudrait penser à plein d'autres pays, et qui restent dans cette frontière, ou est-ce que c'est la base arrière? Ou est-ce qu'il a exporté son voilà. Je ne peux pas répondre à cette question. Tous ceux qui, les services intérieurs, le DGSE, les chercheurs, on avait bien des commentaires après, c'est plutôt non. En tout cas, plutôt pas la France. Mais il est évidemment extrêmement présomptueux que de prévoir cet avenir. On est plus inquiet, on a été plus inquiet sur la Syrie que nous l'avons été ou que nous sommes sur l'Afghanistan. Et donc, pour être concret, toute cette émotion, ces questions qui sont posées en tout cas dans l'opinion publique et dans la presse, sur le risque que l'arrivée d'un grand nombre, par centaines, par milliers d'Afghans que nous avons extraits du territoire, ce risque-là que soit parmi eux disséminés des terroristes paraît faible, inexistant. Alors, il faut distinguer terroristes et des gens très violents. C'est pas tout à fait la même chose. Le terroriste, il tue pour imposer la terreur et au nom d'une religion. L'homme violent ou la femme violente, si je veux dire, elle est habituée à la Kalachnikov ou habituée à l'égorgement, n'est pas en soi forcément liée à un acte revendicatif. Donc il faut faire attention à la violence aussi, indépendamment du terrorisme. La question que vous posez, c'est qu'on apporte des gens terroristes ou très violents sur le territoire national. En France, il y a 65 000 aujourd'hui Afghans. La moitié sont protégés par la République, on leur donne l'asile, l'autre moitié sont soit en attente d'expulsion, soit déposés des recours. Voilà. Quand je dis qu'on est envahi, en Allemagne, il y en a 300 000. Donc, je pense que dans le débat public, c'est quand même bien de redire les chiffres. Parmi la communauté des 65 000 Afghans, le ministre de l'Intérieur, je n'ai pas eu une fois à me plaindre, à être inquiet de ce que pouvait faire cette communauté. Ça ne veut pas dire que demain on prévoit, ce ne sera pas le cas. Mais ce n'est pas, ce qu'on a vu avec la communauté pakistanaise, avec ce qui s'est passé dans les anciens locaux de Charlie Hebdo, la communauté tchétchène évidemment qui nous préoccupe et qui nous a préoccupé beaucoup, de communautés maghrébines qui peuvent être très inquiétantes par ailleurs. Donc on n'a pas le même rapport avec cette communauté. Et encore une fois, le passé peut-être plutôt pour le calme. Mais dans les nouveaux, dans ceux qui arrivent, ce qui s'est passé, c'est que sur les personnes que nous avons rapatriées depuis 3 mois, très vite, il y avait une personne qui a, je ne sais pas tant si c'est public, on peut le dire, ça a été souvent, qui a aidé, dans des conditions extrêmement difficiles et dans lesquelles je ne reviendrai pas, les Français à quitter l'ambassade, qui était pourtant encerclée notamment par les talibans. Et dedans, il y avait 300 Afghans qui ont aidé la France, des femmes engagées, des ONG, des journalistes. Et il y a eu un taliban qui a aidé les Français, les policiers français à sortir de l'ambassade et à aller jusqu'à l'aéroport. Il a manifestement fait un deal avec les dirigeants, ceux qui à l'époque avaient besoin de sortir parce que sinon ils auraient été massacrés peut-être dans l'ambassade. Et à Abu Dhabi, on peut le sérieux de ce que nous faisons, hein, les gens de Kaboul, on les a amenés à Abu Dhabi sur la base militaire française. Abu Dhabi, on ne peut pas le faire à Kaboul parce que dans les ambiances de stress, vous connaissez, la DGSI, les services secrets français, ont passé un par un toutes les personnes de crime, y compris ceux qui n'ont pas d'identité, qu'on a inventé, qui n'ont pas de date de naissance, l'état civil n'est pas aussi bien tenu que dans la ville de Tourcoing, ce que nous déplorons, évidemment. Tourcoing est une référence mondiale. Évidemment, sur l'état civil, il faut bien savoir. Et à Abu Dhabi, il faut bien comprendre aussi ce que c'est la bien d'être un peu excité, j'en suis désolé, les Émirats Arabes Unis qui nous ont aidés, il y a un grand pays qui aide beaucoup la France, notamment à lutte contre le terrorisme islamiste, vous avez dit, nous, chez nous, c'est pas Guantanamo, hein, ça dure 48 heures, mais 48 heures, vous les reprenez. Donc, ramener ces personnes à Kaboul, déjà, c'était logistiquement pas possible, parce qu'il n'y avait plus de vols pour partir à Kaboul, et par ailleurs, il avait aidé la France. Donc, quand il est arrivé, on le savait pertinemment, sur le territoire, lui et ses cousins et amis, on leur a mis des mesures de surveillance extrêmement fortes, ils sont surveillés, la 424, bien évidemment. Et la question se pose, c'est qu'on a apporté quelqu'un qui était potentiellement dangereux, pas d'un point de vue terroriste, islamiste, d'un point de vue violent, et on le suit. C'est une question d'homme d'État. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on accepte que quelqu'un nous aide pour sortir 300 Français, journalistes voilà, c'est une question compliquée. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a pas de naïveté. Et des 3000 qui arrivent sur le territoire national et qui sont arrivés, ont tous été un par un suivis, Screenés en fait. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que dans les
travail des hommes n'est pas potentiellement une difficulté. Est-ce que vous avez merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Vous signalez. Alors, vous avancez. Alors, approchez-vous des micros, vous posez des questions, pas de commentaires trop longs avant, parce qu'on a pas mal avancé dans le temps et il nous reste très peu de temps. Allez-y, monsieur. Bonsoir, monsieur le ministre, cher permanent. Je suis un messager ce soir de la part de Ahmad Massoud, l'office du commandant Massoud de Panjshir, l'Afghanistan. David Abbasi, président de l'Institut Avesta. Ahmad Massoud, déjà eu une grande salutation, respect, bonjour pour vous et pour notre président Emmanuel Macron. Il précise, monsieur le ministre, que depuis quelques jours, vous êtes au courant, dans les banques, ils sont en train d'attaquer Panjshir. Et jusqu'aujourd'hui, jusqu'à tout à l'heure que j'étais encore en contact avec vous, plusieurs centaines de talibans ont été assassinés, tués, enfin, blessés, et une dizaine de Panjshir. Ahmad Massoud vous demande à notre président Emmanuel Macron, qui l'aime beaucoup, ils ont déjà rencontré, avec des rencontres ici, il demande votre conférence au Qatar, dans les jours qui viennent, intervenir pour sauver Panjshir, qui soit indépendant de Taliban, pas indépendant de l'Afghanistan, il précise, indépendant de Taliban comme Kurdistan d'Irak. Également, je suis en contact avec famille Barzani. Alors, donc, vous avez placé votre message. non, si vous permettez, il précise. Il y en a trois points qu'il faut essayer de Posez une question parce que c'est pas possible. Il y a des gens qui attendent. Posez votre question. C'est fini, monsieur le président. Et concernant le droit, immigration et terrorisme, vous devez savoir, monsieur le ministre, que Daesh, actuellement, il est en guerre avec Taliban. C'est un danger, l'immigration, etc. Tous mes remerciements, si vous permettez, je vais enregistrer votre réponse. Merci. Mais écoutez, je ne peux rien dire d'autre que je vais en parler au président de la République. Voilà, je suis très chargé des affaires extérieures du pays et je laisserai donc ce message au président de la République. Merci. Je vous remercie. Monsieur? Oui, bonsoir, monsieur le ministre. Merci d'être là aujourd'hui. Deux petites questions vite fait. Première question, en tant que ministre de l'Intérieur, est-ce que, quand on voit l'agression qu'il a eue, monsieur le président de la République, est-ce que, qui est le symbole de la République, est-ce que c'est pas, ça peut nous faire inquiéter un peu sur la sécurité? Deuxième question, en tant que ministre des Cultes, après l'assassinat de Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine, le CFCM va présenter à monsieur le président de la République une charte. Et dans cette charte, c'est marqué que la parité homme-femme pour le CFCM, seulement ils sont allés à 10 personnes, tous étaient des hommes, il n'y avait pas une seule femme. Merci. Alors ça arrive aussi chez les catholiques. Hein oui, c'est vrai que notre grand rabbin et Joël Merguy, je n'ai pas vu absolument la parité, si je peux me permettre. C'est une insulte ni pour Raïm, ni pour Joël. Les cultes sont liés sur les deux seuls, on n'a pas demandé la parité dans les instances, fort heureusement, on a demandé le respect de l'égalité entre les femmes et les hommes, qui je crois devrait fonder, alors, les religieux font ce qu'elles souhaitent, mais en tout cas, les gens de la République. Et puis par ailleurs, nous travaillons à la restructuration de l'islam de France en France, qui est un projet complexe, et d'autres ministres ont essayé avant moi, et d'autres ministres sans doute auront à le faire ce genre de choses après. Sur le premier point, écoutez, on a tous été très choqués par les images de l'agression du président de la République, mais tout en les regrettant et en les condamnant, ce n'est pas nouveau. Chacun se rappelle sans doute des moments où le président Sarkozy avait été agrippé. Bon, voilà, quand vous êtes un homme public au contact de la foule, comme est le président de la République, un homme extrêmement empathique et charnel avec son peuple, en tout cas, c'est ce conseil qu'on a fait encore hier à Marseille, voilà, il y a toujours évidemment des risques. Mais s'il ne faisait pas ce contact de la voix, qu'il est lointain, qu'il est techno, qu'il ne va pas voir les gens, en tout cas, je peux vous dire que les gens qui assurent la sécurité du président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, sont des gens extrêmement expérimentés, qui risquent rien pour nous. Et d'ailleurs, je veux dire ici, ils protègent
doit protéger, pas simplement le président de la République. Voilà. Et enfin, avec discrétion, on a vu dans le cas de Charles Hebdo qu'ils étaient les premiers à mourir lorsque ceux qui passaient à l'attaque passaient à l'attaque. Voilà, ils sont particulièrement protégés. Alors, je vais vous passer la parole. Je vous demande d'être vraiment bref parce qu'il y a beaucoup de questions et l'heure est déjà avancée. Bonjour monsieur. Samedi dernier, nous nous sommes promenés au Forum des Halles. Alors, une vraie forum, évidemment. Et il y avait là un stand palestinien avec une vingtaine de drapeaux palestiniens, avec des slogans apartheid, Israël apartheid, boycott Israël, Israël assassin. Et c'était juste à côté du commissariat. Il y avait sur le parvis également une voiture avec haut-parleurs, etc. Ma question est tout à fait simple. Est-ce que c'était autorisé? Je pense que oui, puisque c'était vraiment... Est-ce que c'est autorisé? Est-ce que c'est autorisé? Par qui? Par la mairie? Par le ministère? Est-ce que c'était légal? Merci. Alors, je ne connais pas ce cas précis, mais je peux m'enseigner si vous le regardez. Samedi dernier. Oui, bon, malheureusement, avec la présence de Monseigneur Guyot. Écoutez, moi je ne vais pas suivre ça, mais on va regarder. Ce qui est sûr, monsieur, c'est que côté des manifestations dites pro-palestiniennes, des guillemets, je crois que j'ai eu beaucoup de foudre de mes opposants en les interdisant. Chacun s'en souvient, dans des conditions que d'autres gouvernements n'avaient pas fait, et qui s'étaient déroulées dans des conditions extrêmement difficiles, pas simplement pour les Juifs de France, pour tous les Français. Je le fais toujours sous le contrôle du juge. Et je n'ai pas pu interdire toutes les manifestations dites pro-palestiniennes parce que le juge m'en a empêché. Parce que la liberté de manifester est un droit constitutionnel. Et donc, ce que je vais vous dire, monsieur, c'est quand il y a des problèmes d'ordre public. Les manifesteront dans les manifestations dites pro-palestiniennes, il y a un problème d'ordre public, et j'ai réussi à convaincre le juge. Et dans celles qui ne font pas d'ordre public, autant scandaleux que puissent être les propos que vous avez évoqués, malheureusement, le juge condamne après, mais jamais avant. Monsieur le parlementaire qui contrôle les libertés, même si je sais que Daniel est dans le soutien absolu de ce qu'on fait et me demande de faire plus, il a bien raison, c'est bien que c'est parfois un peu compliqué. Mais je vais regarder pour ce point très précis, monsieur, et j'ai mon conseiller qui est justement, je vais prendre vos coordonnées et vous renseigner si vous le souhaitez. Allez-y, allez-y. Bonsoir, monsieur le ministre, je m'appelle Amel Saïdi, je suis une ancienne conseillère municipale à Clichy. Je voulais vous demander, concernant le trafic de drogue, vous avez dit que la légalisation de la drogue, c'était une faute morale. Mais cela permettrait peut-être d'encadrer, de voir les produits qu'on vend, de dégager des ressources afin de les réinjecter dans la société pour la prévention des jeunes. Et je voulais savoir si vous pouviez faire un projet de loi pour forcer les jeunes, entre guillemets, à se soigner, à s'intensifier ce drogue, du manque de discernement. Voilà. Merci. Alors d'abord, je pense que c'est le travail des parents. Moi, je veux bien être le papa de tous les enfants en France, hein, mais il faut peut-être rappeler à tout le monde que c'est pas un sujet de policier, que si les parents faisaient leur travail, peut-être qu'on aurait un peu moins de problèmes dans notre pays. C'est un petit sujet que je pense que c'est bien de remettre là. Après, tous les parents ne peuvent pas le faire, il y a des difficultés. Enfin, le deuxième sujet, moi je trouve que la légalisation est un problème moral, mais aussi un problème pratique. Bon, imaginons que nous légalisions. Pensez qu'à titre, il y a 100 000 € d'argent liquide dans un point de deal, il va se faire une petite échoppe, appeler l'URSSAF, les impôts, payer sa cotisation, évidemment des salariés, contre l'inspection du travail, parce que nous en France, évidemment, on va taxer. Donc, et puis par ailleurs, on ne demande pas du cannabis, c'est méconnaître la situation, on du cannabis et d'autres droits, toujours. Et vous voyez les enjeux financiers, c'est qu'on aura à la fois la faute morale, le message final dire à la jeunesse de France, c'est un interdit et c'en est plus un, mais en plus, ça réglera pas le problème qu'aujourd'hui. Troisièmement, par contre, là, vous avez parfaitement raison, c'est le fait que les drogués, pour une très grande partie d'entre eux, sont malades. En tout cas, ils sont en dépendance. Et qu'il faut donc que nous améliorons largement, et c'est tout à fait vrai, l'aspect sanitaire, l'accompagnement et même les injonctions de soins. En ce moment, on a beaucoup de discussions avec la mairie de Paris sur Réal, vous avez vu cette histoire, le crack et le crack, un autre sujet. La vérité, c'est que la police ne peut rien faire contre des gens qui sont dépendants de drogue, à quasiment 100% à la première fois que vous la prenez, et vous mourrez en moins d'1 an. Okay. Et là, on peut mettre autant de policiers qu'on veut. Le sujet, c'est l'injonction de soins. C'est effectivement, comme il y a des injonctions de soins dans notre cas. Donc là, sur ce troisième point, vous avez la Oui, bravo pour la qualité des interventions et pour l'animation, M. Bétou. Monsieur le ministre, bonjour. Fabienne Nissac. Vous aviez face à Marine Le Pen dit qu'elle était trop molle, vous aviez taxé de trop molle. Est-ce que, il y a eu pas mal de critiques, est-ce que, au-delà de l'ajout de langage,
vous le diriez pareillement, parce que peut-être que tout le monde n'a pas envie qu'elle soit vraiment plus dure. Et certains pensent également que Emmanuel Macron, par calcul politique, peut-être fait monter l'extrême droite. Est-ce que c'est une erreur de jugement ou est-ce qu'il y a du vrai? On a tout ça. Alors, sur les critiques, vous savez, bon, comme dirait Jacques Chirac, et je vois ça vient, pardon, monsieur Letou, ça finit toujours par envoyer les poireaux. Donc, à la fin des fins. Et que les poireaux, c'était plutôt un problème par rapport aux raisons électorales. Et par contre, moi je dis, je le montre, même la date est fausse. Vous voyez, donc il faut toujours faire attention à ce que nous on est blague à part, les critiques elles font partie de la vie politique, et c'est normal que dans 2 ans d'émission on retire un truc, bon, c'est la vie, moi ça ne me dérange pas plus que ça, c'est pas très très grave. Le deuxième point, trop molle, pourquoi? Pour 2 raisons, pour ceux qui ont le débat. Du coup, Mme Le Pen était devenue une modérée, enfin en tout cas essayée, calme, se dédiaboliser. Bon, on sait tous que c'était une plaisanterie. Et donc de dire qu'elle était trop molle était une façon de lui dire, n'était-ce pas le mot le plus exact, parce que la polémique a eu lieu, il faut toujours accepter les critiques, enfin de montrer que cette dame faisait semblant. Et troisièmement, moi j'ai toujours pensé que le Front National n'avait aucun intérêt à résoudre les problèmes, parce qu'ils vivent des problèmes. Moi j'ai jamais vu des gens hyper heureux dans leur quartier, qui aimaient leur femme et leur mari, où les enfants avaient la réussite économique, que personne n'embêtait leur voiture, qui pouvaient laisser l'ouverture de leur bac, que tout le monde vivait dans une communauté et votait Front National. Moi, de mon expérience d'élu, ça n'arrive pas. En général, parce qu'on vous démarre de bagnole, que le fils qui va faire bien, c'est faire rester dans le métro, que vous avez un sujet de squat à côté de chez vous. Donc, si vous résolvez les problèmes, ben, il n'y a plus de carburant pour le Front National. Les maires, en général, très bien élus dans les points Front Nationaux, c'est qu'ils ont résolu concrètement les problèmes. Sur le président de la République, vous êtes le président de la République, il a tendance parfois, enfin, moi j'ai l'impression qu'il joue au tennis tout seul. Parce que les gens, ils sont formidables, ils me disent, mais alors, oui, vous cherchez le duel Le Pen-Macron. Mais attendez, le président de la République, il va jouer des 2 côtés du cours au tennis. L'opposition se construit, se mérite. C'est un grand pays politique, la France. Alors tout le monde dit qu'on ne veut pas du duo Le Pen-Macron. D'abord, jusqu'à présent, j'ai plutôt l'impression que les Français ont choisi ces 2 personnes pour le second tour. Pensez que c'est rigolo pour le président de la République, face à Marine Le Pen, de créer une ambiance particulière dans le pays et de ne pas avoir de vraie opposition avec laquelle on discute. Vous savez que c'est très difficile de ne pas avoir de vraie opposition avec laquelle on discute. Je ne dis pas que l'opposition d'aujourd'hui n'est pas une opposition, mais manifestement par aujourd'hui, d'après les sondages, parce qu'on constate, à la hauteur d'être au second tour. Je pense vraiment que le président de la République est dans cette situation. Madame Le Pen, c'est un fait politique, fait entre 20 et 30% aux élections présidentielles. Elle est devenue une forme d'opposition qu'une grande partie des Français, vous le savez bien, choisit. Après, vous pouvez fermer les yeux et dire que c'est pas bien, et puis retourner voir vos tableaux en disant vraiment les gens, l'immigration, c'est. J'avais un ancien président de la République qui disait l'immigration, c'est toujours mieux quand vous la supportez mieux quand vous regardez vos tableaux de chez vous. Bon, c'est pas le cas des quartiers populaires, vous voyez ce que je veux dire. Ou vous dire, bon ben voilà, Mme Le Pen, c'est une super chérie, on va essayer de la combattre, et moi je prends le président de la République, ce que les Français m'envoient. Moi je regrette. Juste un point, parce que l'introduction de M. Letou m'a pas fait réagir complètement, c'était pas l'objet. D'abord, je n'ai pas quitté ma famille politique, c'est elle qui m'a viré. C'est assez différent. Deuxièmement, quand le président de la République a choisi un Premier ministre qui n'est pas de sa famille politique, je me suis dit, dans un minimum de démocratie, on va se dire, qu'est-ce que ça veut dire? Préférer, condamner, et parfois même, M. Wauquiez, qui allait devenir président de mon parti, a lui-même dit, moi je ne choisis pas entre M. Macron et Mme Le Pen. Je n'étais pas du tout dans cette filière. Puis troisièmement, vous dites la droite, je ne sais pas si je suis dans la droite, mais moi j'ai l'impression qu'une grande partie de l'électorat dit de droite trouve que le président de la République, c'est pas la révolution marxiste quand même. Non, pas franchement. Qui a supprimé l'ISF, qui a laissé l'impôt sur le revenu, qui a accepté de réformer le code du travail, de réformer le SNCF. Donc l'électorat de droite, pour être tout à fait madame, je pense qu'il y a en grande partie soutient le président de la République, c'est mon opinion. Qu'ensuite, les leaders de la droite n'ont pas su voir ça et préfèrent taper personnellement sur le président que de se remettre en cause. Je pense que c'est plutôt eux qui font le jeu de la droite. Dans la littérature que j'ai lue, que je lis régulièrement pour vous interviewer pour préparer ce portrait, j'ai trouvé une petite phrase que Martine Aubry, paraît-il, vous a glissé à l'oreille, vous étiez jeune, vous étiez secrétaire de séance au Conseil régional, et elle se tourne vers vous et dit « Pourquoi est-ce que vous êtes de droite si jeune ?» Vous êtes encore jeune, hein, pourquoi ça vous êtes de droite ? Je lui ai répondu, ce que j'ai des articles aussi, c'est pourquoi vous êtes encore de gauche si âgé.
fille d'une famille modeste et issue de l'autre côté de la Méditerranée pour la moitié de ma famille, et j'ai toujours entendu que la droite était le principe qui permettait la maxime de liberté individuelle et que la société n'avait pas d'explication sur notre avenir personnel. Je m'explique. Il y a bien sûr du déterminisme social, mais en République, moi j'ai l'idée, et je pense qu'elle est encore vraie, que c'est pas parce que vous êtes enfants de pauvres que vous êtes directement en lien avec un délinquant. C'est la d'explication absolument absolue et qui dirait votre liberté individuelle. Et moi j'ai toujours trouvé à droite des gens qui prenaient les personnes pour ce qu'elles étaient et non pas comme une explication de société. Pour être encore plus cuistre, je déteste Bourdieu et j'aime beaucoup Boudon. Donc moi, voilà. Après, économiquement, on pourrait toujours discuter, mais j'ai toujours considéré que cette liberté individuelle faisait le gros dans la République. Monsieur. Oui, bonsoir, Monsieur le Ministre. Bravo pour votre explication et votre éloquence. Moi, je suis imam, je suis imam à Nîmes. Et j'ai entendu, j'ai écouté votre intervention par rapport à la question de l'islam en attention. Et je trouve qu'on s'appelle que... Vous voulez bien poser une question, pardon, je vous interromps, on a peu de temps. Est-ce que vous avez une question à poser? La question est là. Merci. Donc, vous ne m'avez pas rassuré du tout. Je trouve qu'on s'appelle que pas seulement la question de l'islam n'est pas maîtrisée, moi je vois qu'elle n'est pas comprise encore. Et il me manque un peu de courage pour résoudre et attaquer les racines de la crise de l'islam et la crise de l'islamisme. D'ailleurs, la question se pose, est-ce qu'il y a une différence entre l'islam et l'islamisme? Avec courage, peut-être on trouvera que les grains de la crise ne sont pas dans l'islamisme seulement, mais ils sont dans l'islam et on a besoin d'une réforme profonde. Les imams républicains, je fais partie parmi eux, ils étaient éloignés, ils étaient négligés pendant des années, monsieur le ministre, à part vous-même et par tout le gouvernement presque, parce qu'il y a un fameux CFCM qui s'impose, qui s'impose, Conseil français de culte musulman, mais on sait tous que c'est un conseil non français de culte musulman, et qui a combattu les imams républicains, les imams qui font une relation, qui essaient d'améliorer la relation avec la communauté juive, et personne qui pourra ou qui pouvait nous faire quelque chose. Et donc, votre question, ce que je peux dire, monsieur le ministre, je voulais dire que la crise, elle est là. Le discours, vous étiez courageux de dire qu'on vivra encore avec la crise de l'islam et de l'islamisme en France pendant plusieurs générations. Qu'est-ce qu'on peut faire avec courage? Est-ce qu'on doit continuer à gérer la crise ou on devient courageux, on passe sur des imams courageux qui risquent chaque jour leur vie dans leur mosquée, dans leur société, dans les quartiers, personne qui les regarde, personne qui les voit, et personne qui les écoute, et le CFCM est là, on gère la crise, mais on ne cherche pas des solutions réelles pour nos futures générations et pour notre vie aussi quotidienne aujourd'hui. Merci. Alors d'abord, la question du CFCM se pose. Vous avez raison de dire que c'est souvent l'islam des ambassades, non pas l'islam des Français musulmans. Je caricature, et vous avez vu que nous sommes plus en difficulté avec le CFCM. Bon, on ne va pas déployer tout ce qu'on fait en ce moment, mais enfin, on a clairement posé la question de confiance. Il y a 3 fédérations qui n'ont pas voulu signer, nous ne travaillons plus avec elles, nous coupons leur financement. Regardez ce qu'on a pu dire, je pense que les actes courageux faits par le président de la République, ce qui s'est passé à Strasbourg, ce qui s'est passé dans beaucoup d'endroits du territoire, et la loi séparative n'a pas d'équivalent. Je voudrais juste vous dire, monsieur, que la différence avec ce qui s'est passé avec d'autres religions, c'est que nous avons aujourd'hui, et nous l'avons accepté, un ministère de l'Intérieur, un président de la République, des institutions qui ne peuvent pas faire ce que faisait il y a 150 ans ou 200 ans l'empereur ou le premier consul. D'abord, la difficulté aujourd'hui, encore une fois, je vous le répète, vivre dans un monde international mouvementé qui n'existait pas il y a encore 50 ans. Vivre avec la dictature, je mets des guillemets, de BFM et Twitter, qui quand même empêche beaucoup la réflexion, et même le réflexe. Et troisièmement, vous dites qu'il faut être courageux, choisir, mais c'est pas moi qui vais choisir les imams et écrire la prière du vendredi. Je ne peux pas faire ça. Et quand la Révolution l'a faite, quand elle a choisi des prêtres qui étaient des prêtres qui rejetaient le Vatican et dont la République a choisi de les nommer, ça s'est terminé par une guerre de région, la guerre de Vendée.
Moi, je ne peux pas choisir les ministres du culte à la place des cultes. Et je vais vous retourner la question, monsieur. C'est à vous de vous organiser. Non, mais je sais bien, je à vous. Pas vous personnellement. Vous me dites, je dis. Sois gentil, regarde. Non, monsieur. Sois gentil, ça y est. Tu as posé ta question, laisse monsieur le ministre. Monsieur, vous m'avez dit, vous, les politiques, il faut être courageux. Ben, je vais dire, vous, il faut vous organiser. Voilà, il faut vous organiser. Et pardon, mais il y a une masse de personnes qui sans doute attendent de vous, parce qu'ils sont évidemment musulmans tout en étant parfaitement patriotes. Ce que je disais tout à l'heure sur l'islam et l'islamisme, c'est une question qui se pose. Mais je ne pense pas qu'elle soit insolvable. Voilà, je ne pense pas qu'elle soit insolvable. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est effectivement de faire une énorme organisation de l'islam de France. Et la République, elle pourra faire toutes les réunions et toutes les réunions qu'elle veut. Si ce n'est pas les musulmans même qui se prennent en main, on aura beaucoup de mal à le faire à la place. Monsieur. Samuel Lejoyeux, vice-président de l'Union des étudiants juifs de France, l'UEJF. Merci beaucoup pour cette intervention, monsieur le ministre. Merci au CRIF, Francis Khalifa, Véronique Harry, pour l'organisation de cet événement qu'on a plaisir à retrouver. Vous avez dit, monsieur le ministre, en introduction, que Christophe Castaner avait eu à gérer la crise des Gilets jaunes chaque semaine. Vous-même, il y a des manifestations contre le pass sanitaire aujourd'hui, chaque week-end aussi. Alors, sans pousser la comparaison, il y a quand même un point commun, et là encore peut-être pas de même nature et de même niveau, mais en tout cas, c'est les messages antisémites qui sont transmis. Aujourd'hui, voilà, on a chaque semaine, chaque week-end dans la rue, ça a été au départ seulement des étoiles jaunes, c'est des messages sur les réseaux sociaux, c'est des pancartes évidemment objectivement complotistes et reprenant de vieilles théories de vieux poncifs antisémites, et qui sont également alimentés par des prêcheurs de haine, là encore on combat ensemble, beaucoup de gens dans cette salle depuis des années. Ma question c'est juste, voilà, comment on met fin à cette situation qui est extrêmement préoccupante et on ne peut pas accepter, voilà, que de telles pancartes soient mises et qu'un tel écho soit donné à des théories antisémites traditionnelles et qui ont beaucoup d'écho dans le débat public en France. Vous avez parfaitement raison, j'espère que le président Khalifa le voit systématiquement en ce qui me concerne, ce qui concerne notamment le préfet de police pour Paris, et systématiquement, moi, quand j'en ai connaissance, on interdit, on porte plainte, on poursuit, et d'ailleurs, moi j'ai vu garde des Sceaux, c'est vrai qu'il annonce des condamnations parce qu'elles sont importantes, et les services de police sont très réactifs. On a vu cette femme avec cette pancarte, dès le lendemain, elle était en garde à vue, une perquisition, et elle était mise en préventive, donc franchement, ni le bras de la police, ni le bras de la justice ne fait vivre. Ce qui est certain, c'est que cet antisémitisme latent, moi je veux dire à quel point je ne m'adresse pas à des juifs ce soir, je veux des citoyens français. Il concerne toute la France. Et je pense que c'est ça notre combat pour être encore plus efficace, monsieur. C'est que vous faites votre travail depuis longtemps. Peut-être que les femmes et les hommes politiques devraient arrêter de dire l'antisémitisme touche les juifs, il touche tout notre pays. Et ils le savent tous. On sait tous que l'antisémitisme, c'est la fièvre qui démontre comme quoi un pays ne va pas bien dans beaucoup de sociétés, pour ne pas dire dans toutes les sociétés. Et cet antisémitisme, ce qui est très inquiétant dans les manifestations, on sait tous qu'il y a un antisémitisme qui peut venir d'une certaine frange radicale de personnes musulmanes. Il y a aussi manifestement de personnes très traditionnalistes qui n'ont rien de musulman. Donc on a redécouvert sans doute à la faveur de certains gilets jaunes très radicalisés ou de certains antivax très radicalisés qu'il existait culturellement, très profondément dans le pays, un antisémitisme que vous évoquez et qui fait beaucoup de mal à chacune et à chacun d'entre nous. Donc c'est la fermeté absolue, et de l'autre côté, c'est j'espère tout le travail que vous faites et que font beaucoup de militants. Je terminerai par dire qu'à Marseille, hier, j'étais très touché. Il y avait un dîner du président de la République avec plein de gens. Et il y avait deux élus qui sont venus me voir avec une présidente d'association qui, dans les quartiers nord de Marseille, amènent voir le camp d'Auschwitz aux petits gamins des quartiers nord. J'ai trouvé ça d'abord très courageux. Ils font une vingtaine de voyages par an. Et la dame m'a dit, vous savez, souvent ils nous disent, en revenant de Auschwitz, mais comment du donné peut dire ça après ce qu'on a vu?
Et dans les quartiers nord, la mixité sociale est pas énorme. Là, c'est une petite victoire à chaque fois de la République. Donc moi, je souhaite, le plus possible, que les militants de l'État qu'on a vus, aidés par la République, pour que structurellement, on n'ait pas ces gens-là quand ils ont 20 ans à faire ce que vous voyez dans la rue. Voilà, c'est la dernière question. Bonsoir à vous, bonsoir Monsieur le Ministre. J'ai deux remarques et questions. Donc, la première, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des milliers de ressortissants afghans qui aient travaillé pour la France et qu'on ait à rapatrier. Je trouve que c'est un chiffre assez énorme. Deuxièmement, pourquoi ne parle-t-on pas de l'aide qui est portée par les pays limitrophes à l'Afghanistan pour ces réfugiés? Autrement dit, est-ce qu'il n'y aurait que l'Europe qui aurait à se culpabiliser de ne pas aider suffisamment ce pays et ses ressortissants et sa population? Et enfin, dans les quartiers particulièrement difficiles qu'on a évoqués tout à l'heure, à savoir ceux où la drogue circule, les zones de non-droit du tout, pourquoi est-ce que la République française ne fait pas, de temps en temps, appel à l'armée? Voilà. Alors, plusieurs questions. D'abord, madame, la France, elle a accueilli, on les rapatrie, soit des gens qui ont travaillé pour elle. Il y en a de nombreux parce que ça fait 20 ans que la France est en Afghanistan. Et deuxièmement, des gens qui, d'une certaine élite, à coup sûr, auraient été tués par les Afghans talibans. Je pense à des intellectuels, je pense à des écrivains, je pense à des femmes. Deuxièmement, vous savez, les pays voisins, ils sont déjà des pays voisins avec lesquels on a des relations pas toujours faciles. C'est quoi les pays voisins de l'Afghanistan? C'est l'Iran. Bon, moi, si vous me dites ici au CRIF qu'il faut discuter avec l'Iran pour pouvoir voyez ce que je veux dire, parce que les États n'ont pas là, ils ont des intérêts comme des cheveux. Hein. Donc, quand on fait des choses avec les pays, il y a des conséquences. La Turquie, le Pakistan, bref, que les pays sympathiques avec lesquels nous avons des relations diplomatiques calmes et pour lesquels d'ailleurs nous avons des sujets très intéressants pour la protection d'Israël ou des juifs. Donc la réelle politique, elle est parfois plus complexe que ce que vous dites. Je tiens à vous dire qu'ils prennent l'argent à leur part. On en a pris 4 000, vous savez, il y en a 3 millions aujourd'hui en Iran. Et il y en a 1,5 million au Pakistan. Donc je voudrais vraiment voir la disproportion. Troisièmement, sur l'armée, je pense malheureusement que c'est une fausse bonne idée. Vous savez, madame, la République, elle a fondé son ordre public sur la police et la gendarmerie qui savent, dans des conditions particulières, intervenir. Et moi, je n'accepte pas ce que vous avez dit, qu'on est des zones de droit. Il n'y a pas de zone de droit en France. Moi, je vous amène dans n'importe quel quartier de France. Et tous les policiers de France, ce serait une insulte que de penser autrement, vont partout sur la République. Parfois, il y a des moments où c'est dur, où ils sont insultés, où ils sont caillassés, où ils doivent venir à plusieurs. Mais ils vont partout. Ne vous laissez pas verifier par... ils vont partout. Mais ils se font caillasser. Oui, ils se font caillasser, mais les policiers caillassés, ça fait longtemps que ça existe. Les chanteurs qui disent mal à la police, toujours eu. On dit parfois, il y a un rappeur, moi je suis le premier à poursuivre le rappeur qui met la police. Et dans la jeunesse de M. Bétou, Renaud disait des choses très difficiles. Je suis sûr que vous écoutiez Renaud avec un portrait de Renaud. C'était complètement cohérent. Le fait qu'une partie de la jeunesse était contre l'autorité, ça a en grande partie, vous savez bien existé. Paris Police 1900, pour ceux qui ont vu la série, l'antisémitisme de la rue, les agressions contre les juifs, contre les forces de l'ordre. Bon, donc, je ne vous dis pas que c'est sur un simple, mais moi je ne veux pas que l'on rentre dans un discours qui serait une facilité dont on pourrait penser qu'il suffit de faire ça pour y arriver. Donc l'ordre public, c'est quelque chose de très compliqué, parce que, vous savez madame, moi j'ai constaté que souvent les Français sont complexes. Je prends un exemple très précis, j'en parlerai là. Sur les sans-papiers par exemple. Moi j'étais dans une commune où beaucoup de gens qui votaient Front National, ils votaient à plus de 30%, hein, même Le Pen dans ma commune, disaient il y en a marre d'étrangers réguliers, il faut le sortir. Très bien. Très bien. Il y en a marre du condom à côté, il y en a marre du... Et puis, les enfants sont scolarisés à l'école, quand la famille est expulsée, les mêmes. Vous avez des pétitions pour dire oui, mais non, mais c'est la copine de mon fils, ou le reste, on les connaît bien, c'est gens de temps. En général, il faut le partenaire en particulier. Les gens sont complexes aussi dans la compréhension des sujets. Et demain, je mets l'armée dans un quartier, imaginons que vous ayez raison, et que ça se termine en
Et que, parce que l'armée, parfois, a peut-être une intervention un peu moins... Voilà, que la police soit gendarmerie, dont c'est le métier, madame, vous voyez. Et que, parce qu'il y a des éclats, des tirs, deux pauvres personnes dans un appartement prennent des balles qui n'auraient pas été pour eux. Vous pensez que dans ce coup, tout le monde serait d'accord avec votre proposition? Voilà. Donc, vous voyez, je vous dis déjà non. Vous voyez, voilà. Et donc, moi, mon travail de ministre de l'Intérieur, c'est de vous dire que tout n'est pas possible dans une démocratie. Ça peut être frustrant, mais ça peut pas là. Alors, je voulais une intervention très courte. Monsieur le ministre, cher Gérald, je ne doute pas de la détermination, de votre détermination personnelle à lutter de la façon la plus ferme contre l'antisémitisme. Là où, au niveau de votre gouvernement, je suis député des Français d'Israël, notamment des 180 000 Français d'Israël. Et aujourd'hui, le souci, qui n'est pas évidemment de votre périmètre direct, ça a été beaucoup, à mon sens, de maladresse de ce gouvernement, auprès du Premier ministre, pour qui par ailleurs j'ai la plus grande estime, en renvoyant par exemple dos à dos Hamas et Israël, ou le ministre des Affaires étrangères ayant maladroitement, à mon avis aussi, parlé de risque d'apartheid par rapport à Israël. Le souci aujourd'hui, le nouvel antisémitisme, c'est l'antisémitisme. D'ailleurs, j'ai vu 0 manifestation, il y a des lois allemandes qui sont en train de se fracasser, on a déjà fait des manifestations des antisémites. Et entre parenthèses, il y a 57 000 musulmans, je crois que je cherche le nombre de réfugiés afghans qui ont été admis, alors que nous, heureusement, on en a pris, le résultat est 0. Et là où je peux vous dire, et je sais que vous êtes extrêmement... Vous deviez aller en Israël, l'ambassadeur m'a dit tout à l'heure que vous êtes obligé de décaler, ce qui est normal pour des régions sanitaires, alors que là, ils sont beaucoup moins bons qu'ils étaient il y a quelques mois, mais ça, ce n'est que partie remise. Je dis simplement, parce que vous pouvez être un relais extraordinaire au niveau de votre mouvement, je suis dans une position dite constructive, c'est de faire très attention à la diabolisation d'Israël, qui est un élément majeur aujourd'hui du nouvel antisémitisme. Monsieur le député Charette, tu as tout à fait raison, tu sais bien ce que je pense. L'antisionisme est un antisémitisme, il ne faut pas se le cacher. Et en ayant là Israël, la création de l'État, remettre en cause sa création et son existence, en fait, on est antisémite. Donc je le partage. Voilà. Et moi, personnellement, je sais que tu sais, parce qu'on se tutoie dans la vie politique personnelle, je ne fais pas ces comparaisons d'égalité. Sur le deuxième point, moi, je suis un ami d'Israël, j'ai rencontré les ambassadeurs, je suis très heureux de m'y rendre. La vérité, vous devez te dire, mais tu sais bien que ce n'est pas qu'une question sanitaire qui empêche que le gouvernement français d'aller en Israël en ce moment. On attend des réponses sur un potentiel scandale d'État, notamment de lien avec le Maroc, par la société israélienne. Donc je le dis pour qu'il n'y ait pas de difficulté ici. Voilà, on est des pays amis, alliés, on a des questions qui ont été posées, pour l'instant, on n'a pas de réponse. Donc c'est pour ça que je suis pas allé dans un colloque auquel m'avait invité le gouvernement contre le terrorisme. Je suis très heureux d'y aller, et encore une fois, c'est vraiment beaucoup d'amour pour ce très beau pays, ce très grand pays qui fait des choses absolument incroyables avec toutes les contraintes qu'il a eues, qu'il a et qu'il a encore. Mais voilà, entre nous, on se dit aussi, on est des alliés, ils se disent des choses en fait. Je ne dirai pas plus, mais juste. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci Nicolas Bétou pour cette brillante animation et merci à vous tous avec le verre de l'amitié comme d'habitude.